Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc, je m'appelle Laura Fontaine de Guélin et j'ai à cœur d'aider des entrepreneurs qui ont un projet qui leur parle, qui les passionne, des gens profondément humains. Et dans ce cadre-là, j'ai vraiment le grand honneur d'être aujourd'hui donc avec Michel Comminges et de vous faire découvrir un peu son parcours, de voir un petit peu tout ce qu'il a à nous apprendre de son riche parcours, puisqu'il a travaillé, il a 60 ans d'expérience. Michel donc a 86 ans, a travaillé 30 ans vraiment comme chef d'entreprise et puis maintenant 31 ans dans l'accompagnement, le coaching. Donc vraiment c'est un grand homme, à la fois humain et plein de compétences. Donc bonjour Michel et bienvenue parmi nous. Salut Laura. Je dois dire qu'effectivement, si je suis face à vous, c'est vraiment grâce à toi et à une réaction que j'ai eue suite à une de tes vidéos où tu disais que il était important de se mettre en lumière. Alors j'ai allumé la lumière, j'ai pris mon téléphone, je me suis filmé et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc tu m'as proposé effectivement de parler de moi, ce que je suis vraiment particulièrement à l'aise sur ce sujet. Tu vois. Je crois qu'on partage tous un peu ce genre de difficultés. Je vais le faire du mieux possible. Alors, tout à l'heure, on a eu un petit échange et on se posait la question, est-ce que je pars de ce que je sais faire ou de comment je fais des choses que j'ai apprises au fur et à mesure. Donc, accrochez vos ceintures puisque je peux démarrer pratiquement tout petit. Mais on est là, on est tout de suite, et on va le faire vraiment. C'était improvisé, ça venait de notre cœur, et voilà, en toute bienveillance, on a hâte de t'écouter, de voir un petit peu. Dis-nous vraiment, voilà, un petit peu ton parcours. Donc, et j'invite ceux qui n'auraient pas, j'avais transmis le lien. Il y a un magnifique article à propos de ta vie, et je remettrai le lien sous la vidéo. Et il y a aussi un TEDx que tu as fait. Je remettrai le lien. Mais on va repasser à travers de tout ça. Donc, dis-nous un petit peu à tes débuts, mais comment ça s'est passé, parce que je sais que ça a commencé avec une passion pour les avions, notamment. Oui, oui, oui. Alors avant, à 3 ans, j'ai été le plus beau bébé de la plage, à Saint-Brévin-les-Pins, tu vois. Donc déjà, c'est un bon démarrage. Ensuite, il y a un épisode de guerre. C'est vrai que de 39 à 45, j'étais avec mes grands-parents. Mon père était prisonnier. Alors, à chaque fois, à chaque élément, je vais essayer de te trouver quelque chose que j'ai découvert, parce que finalement, c'est comme ça qu'on construit une personnalité. Ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que on pouvait être heureux avec peu. Donc, j'ai retrouvé ça un peu d'après dans la sobriété heureuse de notre ami. J'ai oublié son nom. Rabi. Oui. Sobriété heureuse. Donc, moi, j'avais des bons copains et ça me suffisait, toi. Il y avait des alertes la nuit, on allait se cacher dans le métro mondialais. Oui, il faut que je vous dise, je suis un parigot convaincu. Je connais toutes les lignes de métro, j'ai couché dans le métro, je ne suis pas SDF. Donc là, j'ai découvert effectivement qu'on pouvait être heureux avec peu de choses et que le bonheur passait par ça. Et on avait une passion avec René et Gérard, c'était de regarder les avions. C'est-à-dire qu'on avait des cahiers et on était toujours dans le ciel en train de regarder les avions qui passaient et on notait scrupuleusement avec des petites jumelles de théâtre, tu vois, les avions qui étaient passés. Ce qui m'a amené naturellement, après des études au lycée Henri IV, quand le lycée Henri IV acceptait encore des élèves moyens. Donc j'ai fait une école d'ingénieur. Vraiment dans tout ce qui était aéronautique alors. Oui, une grande passion, une passion pour tout ce qui se passait dans l'air, tout ce qui pouvait être un peu une rêverie, quoi. Et donc là, j'ai été aux essais en vol. Et aux essais en vol, qu'est-ce que j'ai découvert aux essais en vol? La solidarité, tu vois. J'étais avec les ingénieurs d'essai. À l'époque, les pilotes d'essai, c'était pas des pilotes d'essai comme maintenant. Il y avait rien eu en soufflerie, il y avait rien eu en informatique. Donc le pilote d'essai risquait sa vie. Et il y a d'ailleurs un gars de ma promo qui s'appelle Goujon, Charles Goujon, qui s'est fait sur le Trident, qui était le plus bel avion du monde à l'époque. Donc j'ai découvert à l'époque, c'est vrai que cette impression qu'on peut avoir d'une responsabilité lorsque l'on est avec des gens et qu'on avance avec des gens. Mm-hmm.
Bon, c'était pas déjà une projection dans le coaching, hein, mais c'était de sentir cette interaction, cette responsabilité. Voilà, donc pour la période essai en vol. Ensuite, j'ai pendant 2 ans été en Algérie dans les hélicoptères. J'ai été appelé, c'était pas volontaire, mais qu'est-ce que j'ai découvert? Bon, que la guerre, c'était pas beau, quoi. C'était à peu près la découverte. Et quand je suis revenu, donc je suis retourné à Sud Aviation, mais j'étais en bureau d'études, et là, je m'ennuyais comme un rat mort. Donc j'ai eu l'opportunité de reprendre une affaire qui appartenait à mes parents et de la transformer complètement pour la tourner, disons, vers l'approvisionnement des hypermarchés. C'était une papeterie, c'est ça, une papeterie familiale. Papeterie familiale que j'ai transformée vraiment en plateforme d'approvisionnement pour des hypermarchés. Euh, à l'époque, c'était les fameuses 30 glorieuses, c'était assez facile, disons, de réussir. Oui, Et voilà. Quand même, hein, ça demande pas non, mal de compétences de reprendre une société. le marché était porteur. Vraiment, le marché était porteur. Et c'est une époque dont bon, je suis assez heureux de ce qu'on a pu faire. Mais j'ai eu une phase, tu vois, où dans cette phase de facilité, je me prenais un peu pour Dieu, quoi. Et il y a une phrase de Gurdjieff que j'ai lue après qui est géniale, c'est quand tu es porté par la vague, il faut surtout pas te prendre pour la vague. Mm, mm. Et pendant un moment, je me suis pris pour la vague et je ne devais pas être très sympathique à fréquenter. Toujours est-il qu'un moment, j'ai eu besoin quand même de me dire t'es Dieu, mais comme tu peux quand même progresser. Et j'ai ressenti un profond besoin, disons, en termes de management et d'expression en public. Il y a eu un élément déclencheur ou c'est... Un élément déclencheur, c'est que je venais d'être nommé président d'un groupe et j'étais dans un congrès, il y avait 300 personnes, c'était à Biarritz, à l'hôtel du Palais, et j'étais bien au fond de la salle, tranquille, comme le sale gosse près du radiateur, et je venais de fonder un groupement, et j'ai entendu quelqu'un à la tribune dire, bah, comment je vais nous expliquer comment il va fonctionner. Et alors là, je peux te dire que, je peux vous dire, bien sûr, que l'allée centrale m'a paru comme vraiment une piste de décollage. Je ne savais pas où j'allais. Je me suis retrouvé avec un micro qui me regardait. Et j'ai su que je parlais quand j'ai entendu le son de la voix venir par à mes oreilles. Donc immédiatement, je me suis inscrit dans un organisme qui s'appelle Del Carnegie, je t'en ai déjà parlé. Del Carnegie est beaucoup moins connu maintenant, beaucoup moins connu. À l'époque, Carnegie, c'était le père des relations humaines. On a vraiment, il a été nommé le président, le père des relations humaines. C'est lui qui vraiment a écrit Comment se faire des amis. Euh, Titre un peu bizarroïde, hein, Comment se faire des amis. En américain, ça veut dire How to make friends. C'est comment se faire des relations, ce qui est beaucoup plus précis quand même. Donc, alors là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on est ingénieur, on voit toujours ce qui ne va pas. Et là, j'ai découvert, au miracle, que les gens pouvaient avoir des qualités. Ça a été vraiment une surprise. Et ça a été pour moi une transformation extraordinaire. Parce que j'ai découvert qu'on peut aller parler de cœur à cœur et qu'on n'est pas obligé de paraître et d'avoir une image et de pas être centré, quoi. Et c'est vraiment ça qui a brisé ta carapace, hein, C'est comme vraiment ça qui a brisé ma carapace. Euh, une petite parenthèse, mais elle me touche à chaque fois et je veux bien vous la partager, c'est que j'avais une excellente relation avec mon père, mais on se le disait pas. On se le disait pas. Et il me considérait comme un dieu, j'étais ingénieur. Et lui, mon père, il vendait des journaux à l'âge de 9 ans. Il avait réussi à créer une entreprise. Et moi aussi, j'admirais, mais je ne lui disais pas. Et un jour, à Carnegie, j'ai eu un prix d'éloquence. Donc j'ai eu un beau stylo, il y avait marqué prix d'éloquence. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, au bistrot, parce qu'on se tapait toujours un petit café le matin au bistrot avec mon papa, et je lui montre le stylo, je lui dis, tu vois, j'ai gagné ça. Ah ben, c'est normal. Tu te débrouilles bien. J'ai dit non. J'ai réussi à gagner ce stylo parce que j'ai eu le courage de dire que tu étais un type formidable. Quand je te le raconte, ça me fait encore des choses, hein.
Donc, tu vois, c'est des petits pas comme ça qui font que tu pètes une carapace. Et qu'est-ce qu'il a répondu, ton père, quand tu lui as dit ça? Il avait assez facilement la larme à l'œil, je crois, et j'ai cru repérer qu'il y avait une émotion. Donc, tu vois, c'est ce passage-là, à la fois management, parole en public et tout, c'était véritablement une découverte des qualités d'animation. Mhm. Avec quand même cette sous-tendu, ce regard sur l'autre et cette volonté, disons, de voir le positif. Quoi. Et Donc t'es voilà. devenu formateur là-dedans. Hein, ça t'a tellement passionné Ah oui, que… oui, ah bah, j'ai fait toutes les qualifs, là, tu vois, de management, de vente, de négociation et de parole en public. Parce que je te parlais tout à l'heure du job, je fais beaucoup de prise de parole, d'entraînement à la prise de parole et de coaching. La négociation et le management, c'est moins important. J'en Et suis. t'étais, à ce moment-là, t'étais quand même… Tu t'es formé et en même temps, tu étais en train de gérer une équipe, hein, Oui, un grand groupe. oui. Et peut-être un petit mot là-dessus, comment tu faisais pour gérer beaucoup de personnes en plus, hein, à un moment donné, tu étais à la tête d'un groupe avec plusieurs centaines de personnes. Alors, le groupe, attends, moi j'avais une affaire d'une soixantaine de personnes et pendant 5 ans, j'ai été président d'un groupe qui représentait 10 entreprises, mais j'avais pas de responsabilité opérationnelle. C'était juste, disons, enfin, le président d'un groupe, c'était pas envahissant. Heureusement d'ailleurs, parce que moi j'avais le job. Comment je faisais ben, c'est une époque où j'ai découvert pas mal de choses, tu vois. Et en particulier qu'on pouvait, disons, accéder à la détente. C'est pour ça que je parlerai tout à l'heure du calme, Ouais. l'accès au calme, le management par le calme, parce que je suis très imprégné de ça. Dans ce groupe dont j'étais président, il y avait une entreprise, un entrepreneur qui avait 200 personnes et qui était le seul du groupe à sembler détendu. Tu vois. Et ça a été vraiment un ami qui m'a initié au yoga. Et à l'époque, j'étais un fondu de yoga, c'est-à-dire je faisais 1 heure de yoga par jour, j'étais végétarien, la terreur de restaurateur, là, c'était pas un menu que je demandais, c'était une ordonnance. Et donc, euh, Mais juste avant cette rencontre, ta vie, elle était comment? Elle était trépidante et à oui, l'inverse mais de… j'aimais ça, tu vois. C'était au Mhm. détriment de ma famille, c'est sûr, mais j'aimais ça. J'avais vraiment l'impression de ne pouvoir fonctionner que comme ça. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait faire autrement. Ouais. T'es vraiment passé d'une époque où trépidante, ou très actif, très impliqué dans ton métier, et puis à une période plus calme alors. Avec plus de Plus… recul, d'ailleurs, la Ouais. présidence du groupe m'avait forcé à ça. Et puis une bonne équipe de direction. Quoi. Mais bon, j'ai toujours été près des gens, donc il m'arrive encore sur Facebook d'échanger avec des gens que j'avais embauchés à la sortie d'école. Je pense à mon informaticien maintenant. Et quand je vois sur Facebook qu'il prend sa retraite, je prends un coup de vieux, tu vois. On s'envoie un petit clin d'œil. Ah oui, tu prends ta retraite, ah bon? Ah, et toi? Bah moi, non, pas trop. Voilà, donc ça c'était les périodes fastes. Ensuite, il y a eu la difficulté du 88-90. Il y a eu pas mal de choses que les hypermarchés ont commencé à bien s'organiser et tous les intermédiaires que nous étions, parce que il y avait beaucoup d'intermédiaires pour les hypermarchés. Moi, j'étais dans le 5e rayon, mais tous les rayons étaient fournis par les intermédiaires. Ils ont créé des plateformes d'opportunités, c'est-à-dire ils se sont appuyés sur des transporteurs. Euh, Donc c'est là que quasiment il fallait fermer la boîte. C'était pas agréable. Ça a été dur, ça. Ça a été dur. De dire à 60 personnes ciao, quoi. Euh, ouais, c'est pas un bon souvenir. C'est pas un bon souvenir. Le bon souvenir, c'est que la boîte a été reprise par un groupe anglais et que tout le monde a été repris et que les entreprises du groupe aussi ont été reprises par ce groupe qui s'appelle Spicers. Un groupe qui a bien géré et qui a bien géré dans une autre dynamique, beaucoup moins axée sur les hypermarchés. On était là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais triste, j'étais triste, un peu paumé, mais heureusement j'avais tout ce background, disons, de Carnegie, quoi. Disons, Mhm. j'adorais l'animation, donc j'ai dû fermer
faire partir fin avril et créer MC Développement le 1er mai. Tu vois. Donc tout de suite, j'ai basculé dans un métier que je savais faire à peu près. À peu près. Donc c'était difficile quand même d'un seul coup, mais bon, ça s'est passé. Et qu'est-ce qui t'a justement permis de relever la tête de l'eau, de, dans ces moments difficiles, qu'est-ce qui t'a permis vraiment de t'en sortir et d'aller de l'avant? Euh, une envie d'entreprendre d'une part, mais aussi, et là je reviens sur disons ce que peut être l'amitié, c'est que j'avais un ami qui avait été en difficulté, que j'avais repris dans ma boîte, et quand j'ai arrêté et que j'ai créé MC Développement, j'ai été chez lui, j'avais tous les moyens à disposition. Euh, Effectivement, avec le savoir-faire qu'il y a en Aiguille, je pouvais animer, mais ce que j'ai fait surtout, et je ne le regrette pas, ça m'a passionné, c'est m'intéresser aux thérapies comportementales et cognitives et, disons, développer l'approche neurocognitive, qui est une approche qui est basée sur les théories de Laborie, les états d'urgence de l'instinct, la notion de calme. Donc ça, pendant 2 ans, j'ai vraiment approfondi là-dessus et ça a beaucoup imprégné mes coachings et mes formations. Et c'est là que tu as vraiment eu alors la deuxième partie de ta carrière dans tout ce qui est coaching, accompagnement et Ouais. toute cette dimension très, très humaine. Ouais. Donc l'idée, tu vois, je reviens parce que c'est au centre, pour moi, l'humanité, c'est vraiment important. Je sais pas comment je la mets en musique, j'essaye de la mettre en musique le mieux possible, en étant respectueux, en étant attentif aux gens. Et donc, MC Développement, ma baseline, c'était la composante humaine de la performance. Ça veut dire que lorsque je vais dans des sociétés et qu'on me dit est-ce que vous connaissez notre métier, je leur dis écoutez, le domaine sur lequel j'interviens est universel et que vous soyez dans l'industrie pharmaceutique, aéronautique, dans l'agroalimentaire, c'est toujours des hommes qui managent et disons c'est le centre et là où est ma compétence. Donc, Et la période où tu as été clown, c'est venu un peu à ce moment-là, le fait que tu t'intéresses aussi un peu au théâtre. ça a été un peu plus récent. C'est quand j'avais un peu redémarré la société. Le théâtre, ça remonte à, moi j'en fais depuis une dizaine d'années. Mhm. Et clown, c'est vraiment une distraction. C'est du clown gestat, c'est du clown avec, disons, comment dirais-je, animé par un psy. Et c'est pas du clown, tu vois, tu te verses un Oui, truc oui, dans la oui. tête et poète poète. C'est véritablement l'objectif, disons, d'entrer en relation émotionnelle avec un public. Je sais que toi, tu es sensible aux énergies. Et là, si tu as l'occasion de faire ça, tu verras, tu arrives sur scène, tu n'as pas d'intention. Ton seul objectif, c'est de trouver un lien, une possibilité d'interagir avec ce public. Ça Sous la forme de l'humour en plus. sous la forme de l'humour, sous la forme de l'émotion, sous la forme de ce que tu arrives à transmettre, de ce que tu ressens à l'instant T. Mhm. C'est une sacrée bonne école. Sacrée bonne école. Donc, à travers cette pratique, disons, des neurosciences, j'ai vraiment découvert que le calme, que maintenant j'instille dans toutes mes formations, est vraiment, vraiment un préalable indispensable. Préalable indispensable, c'est-à-dire, même, tu vois, en parole, vous voyez, même en parole en public, quelqu'un qui arrive sur scène et qui doit démarrer peut encore avoir accès au calme. Mhm. Tu vois, je dis souvent aux gens qu'on est en train de filmer et qu'on entraîne, lorsque tu arrives, tu n'es pas ton intervention, tu es un être humain face à d'autres êtres humains. Donc, installe le calme, c'est-à-dire, installe le calme, fais vraiment, hein, va chercher tes points de tension, ça c'est relativement facile, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais même si ça ne dure qu'une minute, présente une personne calme et ensuite, prends ton intervention et tu l'offres. Et c'est pas la même personne qui va l'offrir, c'est pas Mhm. la personne qui va rentrer dans une tension. Donc, c'est vraiment un peu le leitmotiv. Je me dis, pousser des gens dans la performance sans vérifier quand même qu'ils sont confortables.
Il y a un léger inconfort, mais la sortie de zone de confort ne doit pas être un souci. Pas plonger dans le vide. D'où ce concept de calme action que j'ai développé, c'est qui consiste à installer le calme pour libérer l'action. Préalable indispensable. Ça me fait penser quand tu dis, hein, avant de monter sur scène, de faire en tout cas de se recentrer, c'est vraiment l'opposé de ce que certains disent où eux, ils sont en train de sauter sur les trampolines pour monter en énergie avant. Toi, tu es plutôt dans l'autre sens alors. Au lieu de stimuler une énergie comme ça motivante, vraiment le calme. Au théâtre, tu dois rentrer sur scène avec une énergie débordante. Mm-hmm. Et tes premiers mots doivent être calmes, Mm-hmm. audibles, articulés. Et si tu parles en arrivant dans une espèce de brouhaha, ça va pas fonctionner. Donc, pourquoi pas faire du trampoline avant? C'est vrai que quand le rideau est baissé, derrière toute l'équipe, mais ensuite, on peut être énergique, on peut être enthousiaste, sans être, disons, décentré. Ouais, ouais. Donc, vraiment, l'un des conseils que je donne, c'est lorsque l'on arrive sur scène, il y a de l'énergie, mais on s'arrête et on commence à prendre l'auditoire. Ça peut. Thierry Janssen, je ne sais pas si vous connaissez Thierry Janssen, c'est un neurochirurgien qui fait pas mal de méditation. Je l'ai vu arriver face à une salle de 700 personnes, s'arrêter, promener tranquillement le regard dans la salle, et au bout de ce qui apparaît terminal, 25 secondes, je me sens bien avec vous, je peux commencer. Le grand luxe, quoi. Là vraiment, c'était assez extraordinaire. Et la puissance du silence. La puissance du silence. Ouais. On en parlera tout à l'heure, si tu veux, quand on abordera un peu, disons, l'accompagnement. Attends, j'essaye de me recadrer un peu sur ce qu'on s'était dit. Je suis plutôt petit, j'ai été ingénieur, j'ai fait ma boîte, je suis maintenant dans le coaching. Bon, au-delà, disons, des TCC, de l'approche neurocognitive que j'applique, qui peut être appliquée en management aussi. Hein. L'accès au calme, pour amener quelqu'un au calme, tu peux aussi, disons, juger de son état émotionnel. Les états d'urgence, c'est la fuite, la lutte ou l'inhibition. Mm-hmm. Et quand tu as un collaborateur qui, comme par hasard, remet toujours au lendemain ou change d'idée, tu peux te dire qu'il est en fuite. Là aussi, si tu as déjà conscience de son état d'urgence, tu peux intervenir avec pertinence. Déjà en le ramenant au calme, mais de voir un peu quelle est sa nature, la nature de ses réactions. Et de lui renvoyer peut-être en miroir pour qu'il s'en rende compte. Parce qu'il y a une sorte. Le mettre en miroir. Mais déjà savoir de quoi on parle avec qui. Même topo colère, c'est aussi un autre état d'urgence. Tout ça pour dire que lorsque tu as évacué les états d'urgence, lorsqu'on a évacué les états d'urgence, on est vraiment apte à la relation, au challenge. Il y a, les sportifs parlent beaucoup du flow. Le flow, c'est l'équilibre entre le challenge et l'état émotionnel. Quand on est dans le flow, c'est l'état de grâce. C'est ce que tu dis dans ton intervention quand tu étais face à 700 personnes. Tu étais porté par ces 700 personnes. Quand tu as une personne, tu vois que tu es en train de coacher ou qui est dans ton champ de la caméra et que tu vois d'un seul coup un sourire, même furtif, qui apparaît, tu dis ça y est, il s'est passé quelque chose. Quoi. Une connexion. Ouais. Et là, je dirais que c'est vraiment le bonheur absolu de nos métiers. Quoi. C'est de voir une personne se rasseoir meilleure qu'elle ne s'est élevée. C'est ça ton moteur? Ah oui, vraiment. Quoi. Mais c'est des fois presque rien. Moi, je suis très attentif, et tous les gens qui font de la parole en public sont attentifs, disons, aux aspects posturaux. Il y a un TED qui est génial de Annie Cudi, qui vraiment insiste beaucoup sur la posture et les postures gagnantes. Et moi, j'ai pu constater une fois, on avait une petite japonaise, je dis on parce qu'on anime toujours à deux, on avait une petite japonaise qui n'arrivait pas à faire face au public, elle avait toujours le pied droit légèrement en arrière. À force de lui dire que c'était bien, de caler sa posture et de s'installer face à nous, elle l'a fait. Il n'y a pas de quoi grimper aux arbres. À la sortie,
elle nous a dit, mais lorsque vraiment j'arrive à tenir cette position, je sens ma confiance qui s'installe. Mhm. Donc l'aspect postural sur lequel vraiment, vraiment j'insiste, et sur le fait de l'atteinte du calme, il y a du postural là-dedans. Il y a de la prise de conscience, il y a de la recherche vraiment de son état physique. On en parlait justement ce week-end au séminaire où j'ai été là à Paris. Oui, Le fait parfois de faire, de se mettre en position avec les mains sur les hanches et que oui, ça tout de suite ça donnait confiance en soi. oui, mais ça, c'est la tulipe qui disait ça, mais Mm-mm. Amicudi le dit aussi, et ça a été mesuré. 2 minutes de posture variante, le cortisol, disons, la molécule du stress baisse, et la testostérone augmente. Et c'est mesuré, hein. Mm-mm. 2 minutes. Ça vaut le coup quand même. Oui, et vraiment en un claquement de doigts comme ça, si allez, on a un coup de mou, on n'a pas le moral, Oui, rien qu'en changeant sa posture, posture, oui, on oui. peut avoir de meilleures idées, des idées plus Déjà, il faut que je positives. m'embrasse parce que j'étais un peu en train de me rencontrer, alors que je te voyais bien tonique, toi. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir, parce que du coup, c'est des petites choses Ah, qui sont c'est des poilièvres. accessibles. C'est vraiment des poilièvres. Donc, avec quoi je bosse? Avec quoi je bosse? Je suis très, très attiré par la. Bon, donc postural, oui, ça, on est vraiment à fond dedans. Euh, très, très utilisateur de communication non violente. Mhm, oui, Communication non violente, c'est Marshall Rosenberg, c'est issu des théories de Carl Rogers, tout ce qui est, disons, l'écoute centrée sur la personne. Et pour moi, c'est déjà pour moi. mhm. Ensuite, dans la relation, pour moi, déjà, c'est quand j'ai une émotion, je me dis, mais attends, il y a un fait, qu'est-ce que je ressens et quel est mon besoin non satisfait? euh, Là, par exemple, là, j'ai un besoin non satisfait, j'ai soif. C'est très bien de s'écouter. Et comment j'ai découvert la communication non violente? J'ai eu la chance de découvrir Marshall Rosenberg la première fois qu'il est venu à Paris, au 104 rue de Vaugirard. Et j'étais avec un ami, que je cite ici, Jacques Polony. Si des gens voient ensuite la vidéo, il y a Mhm. beaucoup de gens qui sont dans la CNV qui ont connu Jacques, qui était un grand formateur CNV, qui est mort en faisant de l'escalade, c'est tout bête, qui était mon superviseur aussi. Il m'a vraiment imprégné de la CNV. Mhm. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on arrive. Je peux faire une petite parenthèse sur la CNV. Bien sûr, bien sûr. La CNV, quand tu arrives vraiment à aller trouver le besoin, quel est le besoin? Marshall Rosenberg disait, il a fait le tour du monde, il a été médiateur dans des pays où ça bardait, il a été médiateur en Israël, et il avait avec lui des policiers palestiniens et des policiers israéliens. Et Un sacré défi, oui. ça durait 5 jours, il m'a dit pendant 2 jours, il fallait laisser les armes au vestiaire. Et il y a eu un grand moment, c'est quand ils ont compris que l'autre avait un besoin, déjà le comprendre, et l'exprimer. C'est-à-dire que quand un policier israélien est capable de dire à un policier palestinien, je comprends que vous ayez un besoin de reconnaissance, que le policier palestinien est capable de dire à un policier israélien, je comprends que vous ayez un besoin de sécurité, il y a déjà un besoin. La réponse pose la question, est-ce que pour satisfaire un besoin de reconnaissance, on ne peut poser que des bombes? Et est-ce que pour satisfaire un besoin de sécurité, on ne peut que construire des murs? Et tu vois, dès qu'on est sur les besoins, on est vraiment au cœur de la relation. Tout ce qui est autour, c'est des stratégies pour satisfaire le besoin. Mettre des bombes, c'est une stratégie. Mettre un mur, c'est une stratégie. Et les stratégies, et ça en management, les stratégies pour satisfaire le besoin sont vraiment les moments de castagne. Et après, d'arriver à communiquer calmement à propos de son besoin, sans agresser l'autre. Sans agresser l'autre, parce que tu ne parles pas de l'autre. Il n'y a pas le message qui tue. C'est-à-dire, moi, lorsque tu me dis ça, je ressens une gêne, je me sens pas respecté, j'ai un besoin de respect. Qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, qu'est-ce que je peux faire moi pour satisfaire mon besoin de respect? Mais on discute d'autres choses. Mm. Voilà. On discute d'autres choses.
Et on parle vraiment de ses ressentis, hein, en disant ce que soi-même on ressent sans dire tu m'as fait ceci ou tu m'as fait cela. Et le tu. Mm, 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 mm. C'est vraiment avoir accès à aux besoins. Donc, euh, c'est pas uniquement une passion pour la CNV, c'est que je m'en sers beaucoup en entreprise. Mhm. Oui, déjà pour les équipes, j'imagine, pour que ça se passe bien dans tous les conflits en équipe, la communication en équipe. Tu vois, par exemple, c'est pas dans une entreprise. D'ailleurs, il y a souvent on appelle ça, c'est pas des services, c'est des divisions. Ça veut dire déjà que Oui. les gens, ils sont déjà divisés avant de commencer. Mais il n'est pas, tu vois, un comptable, il a besoin de sécurité. Un vendeur, il a besoin de performance. Et si on va sur les besoins, on peut commencer. Tu as un besoin de sécurité, je ne sais pas comment je peux faire, mais parlons-en. Quoi. Et déjà, le parlons-en, ça change tout. Et quand tu vas comme ça en entreprise, tu fais vraiment des ateliers alors où les personnes sont mises en situation, un peu font des sortes de scénettes ou Ou je l'utilise comme un outil, ou je propose l'outil pour les gens qui vont s'en servir. Mhm. Mais c'est souvent l'utiliser, disons, pour résoudre des conflits, des difficultés, ou même simplement faire prendre conscience en coaching que le combat, il n'est pas là où on croit qu'il est. Il n'est pas sur la stratégie de satisfaction du besoin, mais il est sur le besoin. Donc, CLV, je m'en sers beaucoup, c'est sûr. Dans les, comment dirais-je, dans les aspects neurosciences, et pédagogie pour adultes dans les neurosciences, il y a deux outils aussi que j'utilise beaucoup, qui sont d'une part ce qu'on appelle la gestion des modes mentaux. La gestion des modes mentaux, c'est un modèle qui a été créé par le docteur Franin, et il explique que on fonctionne soit sur notre cerveau limbique, soit sur notre cerveau préfrontal. Le limbique, c'est le cerveau de l'apprentissage. Donc, il a la réponse à toutes les situations usuelles et habituelles. Actuellement, on est en permanence face à l'incertitude. Donc, je dirais, à la limite, le limbique, c'est une bibliothèque. Tout a été répertorié des situations habituelles. D'un seul coup, tu te retrouves devant une situation inhabituelle, tu fonces dans la bibliothèque, tu ne trouves pas le livre, tu stresses. En fait, c'est ça. Le stress, c'est le moment où le limbique ne peut pas répondre, hein, et ça y est, c'est fini, si tu ne passes pas sur le traitement. Donc, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'aller vers la curiosité, l'acceptation, la recherche de sens, de nuanciation. Donc, ça encore, c'est un outil. Donc, je mets les outils sur la table. D'ailleurs, je les mets sur la table sur le coaching. Mhm. C'est bien une approche modélisée comme ça, c'est utilisable. C'est pas la peine de se cacher derrière une sorte de choses ésotériques. Et ta société, tu l'as créée, tu t'es entouré alors de différentes personnes? Quand on voit ton site, hein, on voit qu'il y a une équipe autour de toi. Oui, c'est tous des potes. C'est d'autres sociétés qui eux-mêmes ont des freelances. Tu sais, on est dans un monde de freelance, Mm. tu connais. Oui, oui. Par contre, on a toutes des sociétés constituées. La plupart d'entre nous, on est en SARL. Mais c'est un atout aussi vis-à-vis de clients importants de pouvoir fournir une équipe. C'est toujours disons un plaisir quand on peut se déplacer ensemble. Ça. Mm. C'est encore le côté génial de l'amitié et de la solidarité. Je peux revenir un peu, si tu veux, en ce qui concerne l'écoute, parce que j'ai continué de progresser dans l'écoute dans un autre domaine qui est, et là c'est à titre bénévole, le domaine des soins palliatifs et le domaine de l'écoute pour les endeuillés, souvent des deuils un peu traumatiques, des morts brutales. Mm. J'ai dû abandonner tous mes outils de coaching pour être dans cette écoute. C'est une écoute sans intention. Et on était formé par des psys pour ça. Mm. Et je me souviens d'un psy qui me disait, cette personne est sur un chemin que tu n'as jamais parcouru, qu'elle n'a jamais parcouru. Tu ne peux pas marcher devant, tu peux juste marcher à côté et avancer ensemble. Et ça a été une école pour moi extraordinaire. Et j'ai découvert que le silence était un atout extraordinaire. J'avais entendu voir les Américains tout en négociation, ils disaient, ouais, le premier qui parle est mort. Ça va,
mais d'ouvrir un espace d'écoute à des personnes qui ont besoin de s'exprimer. Et ça peut être très long, ça peut être, tu es là. Tu es une oreille, tu as une main sur l'épaule et tu es là. Point final. Et je dois dire que ça a été un sacré projet. Et, il y a deux personnes qui nous écoutent que je connais. Il y a Michel Clemens. Elle fait coucou. Je fais coucou. Et c'est elle qui m'a, disons, amené dans les soins palliatifs. Et elle a une écoute de psy. Et elle aussi, on a beaucoup progressé tous les deux dans cette disponibilité à l'écoute. Et c'est quelque chose que tu fais encore à l'heure actuelle, alors ou Toujours, toujours. Mm-hmm. Tu sais, souvent on entendait oui, les soins palliatifs, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Et sincèrement, hein, c'est pas du pipeau ce que je te dis. Moi, je disais souvent, je vais faire mon plein d'humanité. Mm-hmm. C'est-à-dire que pendant la journée, je faisais mon plein d'humanité. Parce qu'une personne qui n'a plus que 2-3 jours à vivre, elle n'a plus rien elle n'a pas besoin de paraître. Mm-hmm. Et de parler de cœur à cœur, c'est l'humanité à l'état pur, blanc-bleu. C'est vraiment ça. Donc, et si je peux me permettre, ce qui t'avait poussé et donné envie, c'est ce que tu avais vécu avec ton père ou c'est d'autres événements qui ont fait que tu as eu envie alors de… comme tout ce qui nous arrive, c'était progressif. D'abord, il y a eu une mauvaise conscience, disons, de chef d'entreprise qui ne se consacrait qu'à lui, son job, et qui ne s'intéressait pas vraiment à ce qu'il y avait autour de lui. Mm-hmm. Deuxièmement, j'ai accompagné ma mère en longue maladie et quand j'allais la voir à l'hôpital, je croisais des personnes qui n'avaient pas de visite. Tu vois, Mm-hmm. une main sur l'épaule, une petite bise ou une madeleine que tu avais achetée au distributeur changeait sa vie ensoleillée. Mm-hmm. Là, je me suis dit, dans un chien, c'est pas difficile d'apporter beaucoup. Quoi. Et comment j'ai connu les soins palliatifs? Michel y était déjà. Et un jour, je devais apporter, on avait une amie qui faisait de l'art-thérapie, parce qu'il y a des ateliers d'art-thérapie dans cet hôpital. J'ai traversé un étage et j'ai senti une telle douceur, une telle humanité que je me suis dit, mais oui, ok, j'y vais. Quoi. Il y a souvent des personnes formidables d'ailleurs qui travaillent dans ces services-là. Oui, donc, attends, c'est des anges. C'est vraiment des anges. Voilà, donc c'était le côté. Mais c'est pas triste, hein, ce côté-là. Non, non. C'est pas triste du tout. L'écoute des endeuillés, c'est plus difficile. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que tu fais à distance ou tu vas te rendre… On a pris la mauvaise habitude de le faire à distance avec le Covid, mais normalement, là, il y a l'organisme en question, je fais ma pub, s'appelle Empreinte. Il y a une plateforme téléphonique, il y a des entretiens en présentiel, il y a des entretiens en visio, il y a des groupes de parole, enfin, il y a une prise en compte complète du deuil. Pose-moi une question que je te réponde. Et du coup, maintenant, alors, quels sont tes… Donc, tu es impliqué dans ton accompagnement Calme Action, hein, qui s'appelle Calme Action. Calme Action. Marque déposée. Voilà. Calme Action a la particularité, je me suis aperçu qu'actuellement, entre les coachings longs, où vraiment c'est presque du développement personnel, on agit en profondeur sur les personnes, il y a souvent des problèmes ponctuels qui se posent. Des petits grains, disons, des petits cailloux dans la mécanique relationnelle, et que des fois, des coachings flash, ça peut fonctionner. Donc, l'idée de Calme Action, à l'origine, maintenant, je l'applique aussi dans les coachings longs, mais c'est cette volonté d'installer le calme. On installe le calme et on discute après. Donc, comment dirais-je, j'ai des carnets, 5 Calme Action à la disposition des managers, et quand ils ont un problème, hop, il donne un ticket à un employé qui m'appelle. L'avantage, c'est qu'on va vite dans l'action et que ça met 24 heures à se déclencher plutôt qu'il y a quelque chose qui va passer par les DRH, par les signatures et tout. C'est prédigéré, c'est sympa, on réagit vite.
Et pour l'instant, c'est vraiment là-dessus alors que tu te concentres. J'ai du mal à le développer. J'ai du mal à le développer, mais je ne désespère pas. Bah, j'espère hein, que l'interview t'aidera à le développer encore plus. Et donc, dans une heure de calme action, il y a 5 étapes. Une étape d'installation du calme. Mhm. Ensuite, alors ça, disons, c'est l'aspect physique, hein. Une analyse, un peu le mental, sachant qu'une personne qui est stressée, c'est une personne intelligente qui se dit une bêtise. Donc, on va aller voir quelle est la bêtise et comment on va démonter ça. Ensuite, une phase de proposition. Et là, je me suis beaucoup inspiré de l'approche de Grégory Mallet, Mhm. qui n'est pas à l'écoute là, mais je lui rends hommage. Il a une approche qu'il appelle l'approche divine. Et lorsqu'il fait une proposition, et j'utilise sa méthode et je lui dis, c'est d'abord s'assurer pour le dé que la personne va être douce avec elle-même. Et non pas Mhm. va commencer déjà par ça. Ensuite, qu'elle est bien intégrée, c'est-à-dire que là, on est en termes de pleine conscience, elle est vraiment consciente de son environnement, de façon à pouvoir visualiser, pour le divine, visualiser. Et quand elle a visualisé, commencer à aller, disons, voir son intériorité. Et cette situation que je visualise, est-ce qu'elle a du sens? Et si elle n'a pas de sens, je recadre. Et quand je suis sur le sens, tu passes au N suivant, qui est ma nature profonde. Là, je vais avoir de l'énergie. Pour terminer par de l'énergie. Donc, c'est vraiment cette approche, je la trouve géniale, elle est simple. Et ça se termine par l'émerveillement. Moi, le TED que j'ai fait, ça, Oui, voilà, c'est le thème de ton TED, hein, de ta conférence. l'émerveillement. Je suis un fanatique des petites plantes, disons de la végétation, des fleurs de bitume dans Paris. Et ces petites plantes qui arrivent à percer le béton, je trouve ça très émouvant. Donc je fais des photos, je cache pas les faire. Hein, un homme plein de calme et d'émerveillement, si on peut résumer, et d'humanité. Oui, oui, écoute, alors, donc, oui, pourquoi je suis là, enfin, pourquoi tu m'as séduit dans ton intervention, c'est que la question que tu poses, j'aimerais bien me la poser aussi. Et je pense que plus on est de fous à se la poser, plus on pourra trouver des réponses. À travers l'humanité, je pense que j'ai pas mal d'atouts. J'ai pas mal d'atouts. Le problème, c'est d'arriver à cette notion de flow, tu vois. C'est à la fois de la compétence et du plaisir. C'est donc dans les propos sur le bonheur comment il s'appelle, Tal Ben Sahar. Les 3 piliers du bonheur, c'est quel est le sens de ce que je fais, quel est le plaisir que j'ai à le faire, et quelles sont mes compétences pour le faire. Tu vois, les 3 piliers. Mhm. Et sens plaisir, c'est un petit réglage. C'est un petit réglage qui n'est pas évident. Donc je crois que tu es sur ce chemin. Et quand tu parlais de la question que je me pose, c'est vraiment pourquoi on est là, c'est ça, hein, Ouais, j'imagine. ouais. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Quel est notre rôle dans ce monde? Pourquoi, voilà. Donc moi je me la pose pas quand je suis bénévole face à des personnes, disons, en difficulté. Là, elle est évidente. Si on arrivait disons, à transporter ça un peu en entreprise, d'avoir ce même plaisir, cette même qualité de relation, cette même mise en commun des besoins, je pense que c'est un beau rêve, quoi. On va y arriver. Et justement, quel serait le rêve que tu voudrais encore accomplir? On peut peut-être t'aider à accomplir encore un rêve. Au troisième abonnement, je vais avoir la réponse. Le Et rêve. ça, c'est quelque chose que je crois, en quel je crois. Et j'ai lu un livre là-dessus. Je crois que c'est les 5 grands rêves de vie. Oui, Je ne sais pas si tu l'as lu. C'est un livre formidable où, en plus, la personne témoigne de son expérience comme chef d'entreprise et il explique qu'il a vraiment réfléchi à ses grands rêves de vie et ouais, qu'il veut vraiment savoir quels sont les rêves de chacun des membres de son équipe. Et l'idée, c'est d'aider chacun à accomplir ses grands rêves. Et moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. ouais. Et j'ai vraiment envie, du coup, de te lancer cette perche-là.
quel serait encore le grand rêve que tu auras envie de faire? Et peut-être que toutes les personnes qui nous écoutent, donc on pourrait t'aider à accomplir ce rêve. Bah, le rêve, c'est d'éviter ce que je vis actuellement, c'est un peu les côtés répétitifs. Donc, de se lever heureux de ne pas savoir ce qu'on va faire, mais que ça va être génial. Mm, Je progresse, hein, je progresse. Je suis moins dans la programmation, je suis moins, disons, euh, un peu exigeant. Se dire, bon, on va bien voir. On va bien voir. Et ça marche bien. Disons, le 100 projet que tu dois avoir quand tu écoutes des gens en difficulté, on peut l'avoir aussi à votre place. Le projet peut être un peu stérilisant, quoi. Je peux dire mm. bonjour à une personne qui est là aussi, qui est une personne de nos équipes, c'est Alban. Je ne sais pas si tu nous écoutes, Alban. En tout cas, tu as un très joli sourire. Et bonjour Patricia. Et bonjour Isabelle, c'est ma fille. Ah ben voilà. Oui, alors, salut Isabelle. Isabelle a réalisé son rêve. Elle est très écolo. Elle a réussi à monter une ressourcerie euh, qui évite, disons, d'envoyer des choses à la benne. Elle a déjà manié plus de 100 tonnes de choses récupérées. Merveilleux. Elle tient de son père, hein. Et quand tu regardes un petit peu ton parcours de vie, Oui. qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ce que tu as essayé d'accomplir durant ta vie? Ouais. Hein, si ta vie était un message, quel serait un peu ce message? Mmh. Déjà, te prends pas au sérieux. Mais bon, Mhm. c'est pas un message très profond, quoi. Il y aurait de la générosité, de l'humanité, de la fantaisie, ça c'est sûr. Et je me soigne, il ne faut pas. J'essaye d'être sérieux pour le faire. Euh, Respect, humanité, oui, c'est vraiment ça. Et, je parlais, disons, de l'humanité. Il m'est arrivé une chose il y a 5-6 ans. Je me suis éclaté le nez sur un panneau chez Ikea. J'avais le pif en sang. Et j'ai traversé l'accueil en tenant avec un mouchoir. J'avais du sang partout. Et il y a un grand black du service de sécurité qui est arrivé. Il m'a posé la main sur l'épaule. Il m'a dit, je vais m'occuper de vous. Mm. Sûr que c'était, ça y est, j'étais en sécurité. Ça tient à rien du tout. Ah oui, oui. À rien du tout. C'est une main posée sur l'épaule, une parole. Tu te rends compte un peu donc, être conscient de ça et, disons, le remarquer, tu vois, louer les moindres progrès, s'en apercevoir. C'est vraiment des réglages fins sur l'humanité. Mm. Bon, je ne sais pas encore sur ce qu'on gravera sur nos tombes. On n'a pas encore mis le marbre, donc euh, Mais oui, donc si tu... un mec sympa, quoi. Et une chose peut-être, une, une grande leçon que tu tires d'une épreuve peut-être, de quelque chose que tu auras envie de transmettre pour éviter que d'autres passent par là, ou en tout cas profitent de ton expérience? Euh, expérience très récente, contre-pied dont je suis capable. Après le Covid, j'ai eu une suite de scans et à un moment, avec une fausse interprétation, le Covid m'a dit, vous avez peut-être un cancer du poumon. J'ai passé une très mauvaise nuit. Et le lendemain matin, je me suis dit, mais tu vas pas t'emmerder avec ça. Tu vois, et alors, est-ce que c'est une leçon, ça?
et de tenir les choses à distance. Mhm. Et tu peux pas savoir ce que ça m'a fait un bien fou. Quoi. Tu vas pas t'emmerder avec ça. Ok, le show must go on. Mhm. Je cite cet exemple parce qu'il est très récent, que j'ai mal vécu une journée et qu'ensuite ça s'est bien passé. Et en plus, après, ils sont bourrés. Il s'était gouré, c'est ça? Donc ils ont opéré pour enlever une école. Donc, ouais, expérience récente, expérience de vie, c'est de limiter la casse quand il y a quelque chose qui va mal. Quoi. Mhm. Quand j'ai arrêté l'entreprise, c'est sûr que j'ai limité la casse et que ça a été vraiment quelque chose qui. Et puis pas se complaire, disons, faire tourner en boucle un peu. On peut dire que c'est facile la pensée positive, mais ça existe quand même. Et t'es pas, comment dirais-je, tu peux pas inciter le vent à venir, mais tu peux laisser la fenêtre ouverte. C'est ça, je veux dire. Mhm. T'as pas de, comment dirais-je, t'as pas de prise sur ce qui va arriver. Mais si tu laisses la fenêtre ouverte, ce qui va arriver, peut-être va arriver jusqu'à toi. C'est déjà une attitude, hein, cette ouverture. Et c'est tout le préfrontal. Tu vois, le préfrontal, chez Pilier, c'est de l'ouverture, c'est de l'acceptation, c'est de l'adaptation, c'est de la relativité, du sens. Ouverture, ouverture, ouverture. Dernier pilier, disons, comment dirais-je, de la gestion des modes mentaux, c'est l'individuation. Est-ce que je suis capable, moi, de ne pas être soumis au qu'est-ce que vont penser les autres? Mhm. C'est l'un des piliers les plus difficiles à parcourir. Et quand je suis suffisamment calé, lorsque ça a du sens, ouais, ça a du sens, j'ai de l'énergie, ok, je m'adresse. C'est quelque chose que tu fais souvent, te demander pourquoi tu fais les choses, te reconnecter à ton pourquoi. Oui, oui. Et en entreprise, pareil. Le fameux why, pourquoi je fais ça. Mhm. Enfin, c'est toute la théorie du sens. Je raconte souvent la femme de Peggy, quand on est en stage. Je ne sais pas si vous connaissez la femme de Peggy. Il dit, je me promenais près de la cathédrale de Chartres. J'entends un type qui cassait des cailloux. Je m'approche. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je passe des cailloux. Je fais un métier minable. Continue d'avancer. 100 mètres plus loin, il y a un type qui casse des cailloux. Il a l'air moins triste. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je dis, oh, je nourris ma famille. Je fais encore 100 mètres et j'arrive à un type qui casse des cailloux, qui est joyeux, qui chante. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, je construis une cathédrale. Donc la question à poser, c'est est-ce que vous voulez que vos employés cassent des cailloux ou construisent des cathédrales? C'est un bon message pour les managers. Hein. Ça marche bien. Ça. Ouais, c'est une belle histoire. Oui. Et donc on va construire des cathédrales. Trouver le sens de tout. Je t'ai pas donné ma réponse hein, sur mon. Mais je te la donnerai. Je vais réfléchir. On va réfléchir ensemble. Déjà pour l'inscription sur la tombe. La date, on verra. Euh, Et c'est bien aussi que ce soit spontané, ce qui vient du cœur. ouais. Est-ce que tu as envie là de retenir un peu de tout ça et de transmettre? Oui, si tu es en fait, si tu es dans le présent, déjà, si tu n'es pas dans le passé qu'est-ce qui va. Il peut rien t'arriver déjà quand tu es dans la minute présente. Mhm. Et si, enfin, souvent, il nous arrive, enfin, je dis nous, on est souvent plusieurs, d'avoir des hyper difficiles, mais si tu arrives toi-même, on va pas commencer à dire il faut que je les convainque, il faut faire quelque chose. Non, je suis là. Et on va essayer de voir, comme quand tu es clown, quoi. Dans la salle, quel est celui qui est prêt à partager mon regard pour qu'on avance ensemble. C'est vraiment d'apprendre à être. D'apprendre à être, ouais. Et ça, c'est. Je pense que ça passe vraiment par le sens. Et par cette disponibilité du calme. Ouais, j'ai un challenge, mais je ne suis pas le challenge à l'instant T. Je suis moi qui va affronter ce challenge. Si j'arrive à mettre cette toute petite cloison entre le moment où j'arrive, où j'installe le calme et j'attaque, c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil.
C'est comme en coaching aussi, hein, ça me fait penser, où on dit de faire confiance au processus, en fait, de ne pas avoir d'attente et de… Pas d'attente. Je crois avoir fait le tour, hein, moi, de tout ce que je voulais dire. Et si tu pouvais nous partager peut-être des conseils pour justement arriver au calme, parce que c'est peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont du mal justement avec toute cette Oui. agitation. Ah, le calme, ça passe. Il y a les voies d'entrée. On peut rentrer par le physique ou par le mental. Le mental, il est pas très discipliné, quoi. Tu vois, par exemple, si tu dis à quelqu'un qui parle trop vite, mais parle moins vite, non. Si tu lui dis fais des gestes lents, on ne peut pas parler vite en faisant des gestes lents. C'est-à-dire que sur le physique, tu as une prise totale. Donc le calme, c'est bon que tu arrives en coaching, déjà, je dis de vraiment valider son assise, bien se sentir, de serrer les poings et petit à petit de détendre les mains comme ça. Les mains sont pleines de terminaisons nerveuses, de tourner les mains comme ça, là, et de sentir la détente s'installer dans le bout des doigts. Hein. Tu peux le faire en écoutant. Hein, tu sens que si tu déroules tes doigts, déjà, il y a une détente qui va s'installer. La laisser remonter doucement. Quand elle arrive là, c'est bon signe. Ah, comment ça. Et autre chose, c'est avoir les pieds bien ancrés dans le sol. C'est-à-dire que ton corps ne soit plus un souci. Lui, il est neutre, il est là. Il n'y a pas de crispation, tu vois, de scoliose parce que tu as croisé les jambes et tout. Donc, les papates bien posées à plat sur la tête. Tu vois, c'est comment dirais-je, une sorte de plasticité. Il y a aussi un peu, disons, très rapide, comment dirais-je, la cohérence cardiaque. Mm-hmm. Cohérence cardiaque, 3 minutes d'inspiration égale travailler sur comment dirais-je, sur l'équilibre de la respiration, sur le sympathique, le parasympathique. Et là encore, au bout de 3 minutes, on constate, et encore on mesure, que ça a une baisse du cortisol, cette fameuse molécule du stress. Il y a plein de petites choses simples. La posture gagnante avant de rentrer sur scène, avant de rentrer, de s'installer, d'installer en soi une posture vraiment qui est solide. Quoi. Donc, c'est très postural, le calme. Après, c'est plus difficile, tu vois, quand tu veux aller analyser un peu l'aspect mental, qu'est-ce qui bloque, quel est le grain de sable. Là, mais si déjà la personne s'est installée, est disponible, Oui, ça. elle a mis le cerveau en mode, disons, en mode par défaut pendant, allez, une minute. Quoi. Mais sincèrement, ça suffit. Et est-ce que tu fais des exercices un peu d'énergétique pour ça? Pas trop. Non? En coaching, non. Moi, j'en fais, oui, mais non. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert avec des énergéticiennes et c'est un exercice que je fais, moi, parfois quand je suis un peu stressée, Oui, de vraiment imaginer que je me connecte avec là-haut et d'imaginer un peu comme si, voilà, ça descend, hein, cette énergie descend par ma tête, descend jusque, hein, et je sens vraiment que ça descend dans chaque partie de mon corps jusqu'à mes pieds et puis que ça remonte et puis que j'imagine que ça s'arrête ici, en fait. En tout cas, oui. quand je vais parler. Et moi, ça me remplit vraiment beaucoup de bien-être et ça me calme de vraiment sentir l'énergie qui descend jusqu'aux pieds et puis qui remonte. Et ça a vraiment quelque chose qui… Ouais. C'est quelque chose. Et alors, du coup, c'est une voix du cœur comme ça un peu qui Oui, vient. oui, oui. On peut le faire sous la douche aussi avec cette. Oui. Imaginez qu'on se purifie. Enfin, il y a beaucoup d'approches. En coaching, sincèrement, en 5 minutes, moi, le calme est installé. Quitte à le reprendre, disons, au bout d'un quart d'heure, si la personne, tu vois qu'elle se. C'est vraiment une vigilance. Et dans le calme action, je te le disais, moi, j'ai vraiment l'œil sur l'indicateur du calme. Si je vois que ça coince, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'on va avoir un mal fou à aller trouver le sens et le plaisir à faire. OK. Et est-ce que tu as des livres peut-être à nous recommander? Euh, Est-ce qu'il y en a qui… Oui. j'ai lu tous les livres de Cartollet. Mm-hmm. Euh, tout ce qui concerne la CNV, les mots sont dits de portes ou des fenêtres, trop gentil pour être heureux. Enfin, il y a tout un tas de livres de Dansembourg. Euh, je lis beaucoup, ah oui, j'ai pas parlé de ça, de la méditation, donc avec Christophe André.
Et j'ai lu beaucoup de livres d'un psychiatre qui est notre maître à penser en soins palliatifs qui s'appelle Christophe Fauré et qui a écrit vraiment des livres extraordinaires. Dont un qui s'appelle Maintenant ou jamais, qui n'est pas sur la mort, mais sur les transitions dans la vie, le parcours de vie. Ok. Un excellent livre. Sinon, je lis Le Petit Prince. Et Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. Alors lui, c'est qu'il fait toujours des péplums doux, touche 100 pages. Donc, il est très inspirant, Mathieu Ricard. Voilà, écoute, même on en a parlé, des états d'urgence, c'est élevé. La pleine conscience de Kabat-Zinn, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je m'en sers assez peu. Moi, j'ai vraiment fait le tour, disons, du parcours. Je sens que c'était toujours cette volonté, disons, d'humanité, de proximité. Mhm. Je reste encore, entre guillemets, quel est ton idéal de vie. J'aime bien l'idée de la mission de vie. La définition de la mission de vie, c'est faire ce que tu aimes le mieux, offrir au monde ce que tu aimes le mieux. Mhm. Ça, c'est ça ta mission de vie. Donc, c'est pas une catastrophe, c'est pas un passable. C'est, donc, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Moi, j'aime bien traîner dans les librairies, par exemple. Quand je me promène avec Michel, quand elle me dit d'un seul coup, oh, tu tires Chantalès, il doit y avoir une librairie dans le coin. Ah, on apprend beaucoup dans les livres, hein. Oui, oui, oui. Alors, j'ai une fâcheuse, un peu trop quand même à être plutôt dans la théorie que dans la pratique. Tu vois. Si je faisais tous les exercices de yoga que j'ai eus, je serais très souple. Et les yogis disent toujours, 1 gramme de pratique, ça vaut mieux qu'une tonne de théorie. Donc on a un peu, enfin, moi j'ai beaucoup, enfin j'ai pas mal de livres là, et encore, il est pas mal, mais euh, j'ai du mal à lire des romans. Il faut toujours que j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Mhm. Et c'est difficile. Là encore, je me donne pas cet espace de liberté. Et qu'est-ce que tu dirais au Michel d'il y a quelques années qui était agité, qui n'était pas encore dans cet apaisement, dans cette connexion à tout ce que tu nous as raconté, à la CNV, à l'aspect un peu méditation, qui était vraiment hein, le Michel dans sa phase un peu petit con, comme tu disais, et qui est très agité, très éloigné de lui-même. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Michel-là, il y a quelques années? Je lui dirais ce que m'avait dit mon pote yogi. Je lui dis, il m'avait dit pratique, quoi, et rentre dans l'action. Et t'es pas obligé de cavaler, tu peux t'apercevoir que en marchant doucement. Souvent on dit que les gens du SAMU, lorsqu'ils descendent de leur camion, on leur dit de pas courir. S'ils arrivent en courant sur les personnes, ça inquiéterait l'environnement et eux, ils arriveraient stressés. Donc, je lui dirais calme-toi, pépère, quoi. Mais je sais pas si j'aurais envie de le fréquenter en plus, c'est ça la question. Euh, euh, Qu'est-ce que je lui dirais? Oui, c'était un peu brutal, moi, parce que je me suis arrêté de fumer, donc pour s'arrêter de fumer, j'avais découvert il y avait les 4 composantes, il fallait supprimer les 4 excitants de base. L'alcool, la cigarette, la viande, que c'est le quatrième? L'alcool, la cigarette. Le café. Le café. Merci d'être là. Donc j'étais devenu un peu ascétique. Quoi. Ascétique. Donc le conseil que je donnerais, c'est difficile de donner des conseils. Il vaut mieux être exemplaire. Je crois que Mais c'est parce qu'il y a aussi, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous regarder, qui sont un peu dans cette phase-là ouais. et qui se sont un peu éloignés d'eux-mêmes et qui sont encore loin de cet apaisement. Moi-même, par exemple, maintenant ça va mieux, mais il y a quelques années, j'étais dans cette phase-là. Et Ouais, vraiment, j'analyserai les états d'urgence et j'essaierai de trouver leur signification. Faire prendre conscience aux gens que ce qu'ils considèrent comme de la performance, de l'agilité, c'est un état d'urgence.
Et être dans un état d'urgence, c'est être dans le rouge sur ton contour en bagnole, ça tient pas longtemps. Donc peut-être déjà par le raisonnement, tu vois, c'est dire comment ça fonctionne, quel est le résultat attendu. Avant, enfin c'est du coaching, hein. C'est vraiment c'est faire prendre conscience qu'il existe une autre approche, quoi. Mais pas l'imposer, là encore, tu vois. Donc déjà le conseil, c'est d'être suffisamment convaincu pour que les personnes à qui tu en parles voient que c'est pas du pipeau, que ça existe. Et que c'est pas dramatique de l'avoir été, qu'il y a une sortie, quoi. Et, tu sais, quand tu regardes la progression, le tableau, disons, du burn-out, hein, les 6 étapes, déjà à partir de la troisième, il y a des signes qui sont inquiétants, quoi. Moi, je donne toujours ce tableau au Oui, tu peux manager. nous le rappeler peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Je l'ai pas un en petit tête. peu les étapes ou de Pas en tête. mémoire en Et, gros. c'est l'enthousiasme. Après, ça commence par je reste au bureau. Après, je pense plus qu'à ça. Après, chez moi, au petit déjeuner, je suis déjà branché. Enfin, il y a des étapes, disons, de saturation. Et il y a un moment, heureusement, le corps dit non, quoi. Mais déjà, à partir de la 3, tu vois, où il y a une espèce d'implication, on ne peut pas faire autrement, tu vois. Ah non, les vacances, c'est pas pour moi. Et ouais, je pourrais te le mettre si tu veux, tu pourras Mhm, mhm. le mettre sur le site. Mais c'est intéressant de voir que les signes avant-coureurs arrivent assez rapidement, quoi. Mais qu'on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. C'est- Et toi, tu as été jusqu'au burn-out ou enfin, on n'appelait pas ça le burn-out à l'époque, mais Écoute, j'ai eu un moment, et c'était pas quand j'étais en danger, c'était quand j'étais vraiment trop intense. Je me suis tapé 3 jours d'hôpital quand même, une fois. C'était voisin du burn-out quand même. et C'était qu'est-ce qui t'a aidé à t'en C'était sortir? traduit C'est par des étourdissements, enfin, plus pouvoir. Donc, ça devait être un burn-out, mais ça n'existait pas à l'époque. Mhm. Donc, Et ce qui t'a permis de t'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être justement qui vont regarder cette vidéo et qui voudraient, qui déjà, commencent à se rendre compte. déjà, ce genre d'alerte t'amène à regarder quand même, quoi. Mhm. C'est suite à ces alertes que j'ai été beaucoup plus à l'écoute de l'alimentation, de la respiration, du cadre. Il faut commencer par des petits pas. Petits pas. Donc, les petits pas, ça peut être la cohérence cardiaque. Tu trouves ça sur Internet, tu fais cohérence cardiaque, tu trouves un logiciel qui va t'aider à le faire, et en 3 minutes, déjà, ah, tiens, il se passe quelque chose. Ça peut être ça le conseil, hein, Mhm. parce que ça, c'est hyper concret, quoi. C'est 3 minutes, montre en main, que quand même si je suis débordé, je vais peut-être arriver à les faire. C'est pas toujours, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps. Oui, le conseil, allez, vas-y, on démarre sur une Mhm. cohérence cardiaque, après, mettre le cerveau en mode off. Tiens, et dans tes routines quotidiennes, est-ce que tu as, par exemple, on parle beaucoup des journaux de gratitude ou c'est, tu as des petites routines au quotidien? Non, non. Théoriquement, des fois, j'ai des messages gentils en me disant c'est merci, vous avez bien travaillé. Alors, Michel me dit toujours, mets ça dans ton carnet de compliments. Tu seras bien content de le lire un jour, et je ne le fais pas. Je connais qui ont du mal à accepter aussi le succès. Mm. Non, j'ai pas de routine. Dans, T'aimes les, bien la variété? dans mes moments héroïques, je fais du yoga le matin, mais c'est difficile. Mais je suis toujours j'ai toujours une arrière-pensée yogique, tu vois, dans la détente, dans le geste, dans la position, dans la respiration. Je pense que ça m'a quand même imprégné, quoi. 7 à 8 ans de yoga intensif. J'ai retrouvé ça en faisant des exercices de respiration après le Covid aussi. Mhm. S'accrocher à la respiration. Et peut-être, quel serait un conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui vivent peut-être des moments difficiles, avec tes 61 années d'expérience dans tout ce que...
c'est assez pompeux de donner un conseil de. Ou en tout cas, quelque chose que tu as envie de partager, qui t'aurait été utile quand toi, tu avais des moments difficiles. Essayer, même si c'est des moments minimes, de se créer des espaces, disons, de choses qu'on aime faire. Mm-hmm. Mais même 5 minutes de bonheur, tu vois, d'ouvrir une fenêtre, de regarder un arbre. Ça aussi, je l'ai découvert au soins palliatifs. Tu vois, l'émerveillement, ça peut être. Il nous arrivait de sortir le lit dehors et de voir une personne qui était vraiment sur la dernière droite, mais passionnée par les feuilles qui bougeaient. Et si tu arrives à te mettre dans cet état de lâcher un peu prise, c'est un peu l'émerveillement, tu vois. De, wow, il y a des choses. Quoi. Ça, tu peux le faire. Tu peux ouvrir la fenêtre, tu peux regarder autre chose. C'est pas se dire toute minute que je vais consacrer à moi est au détriment de ma performance. Je crois que Mm-hmm. Très bon conseil, ouais, très bon. Ouais. 2 minutes, non, c'est pas au détriment. C'est au contraire pour. Déjà, pour, on ne va pas convaincre. Ça n'est pas au détriment de. Donc, c'est créer des espaces. Quoi. C'est créer des espaces. Écartoler assiste beaucoup là-dessus. Donc, ça serait ça, peut-être. C'est ne pas s'interdire des mini-moments de plaisir qui donneraient même mauvaise conscience. Oh non, dans ce contexte, je peux pas. Si, je peux. Et le corps en a besoin en plus pour se ressourcer. Mais que ça soit pas ambitieux, tu vois, que ça soit une petite marche. Mm. J'avais ma prof de yoga qui disait, quand les élèves arrivent, donnez-moi des exercices. Puis au bout de 3 jours, ils en font 1 sur 10. Et je dis, non, soyez très progressif. Achetez le tapis. Surtout, ne déroulez pas. Deuxième jour, déroulez le tapis. Mais ne vous mettez pas dessus. Troisième jour, touchez du bout du pied le tapis. Et le quatrième jour, commencez une posture. Oui, oui. Toi, cette espèce de, je veux monter l'escalier, je veux arriver au palier tout de suite. Non, non, c'est des petites étapes. Donc, le conseil, j'ai pas un conseil que je donne, mais Le partage, je dirais. oui, cette première marche, elle existe. Et le palier, il est trop haut. Et la première marche, ça peut être, j'ouvre la fenêtre, je regarde un arbre, je me pose, je respire, je fais une petite cohérence cardiaque, je téléphone à un pote. Se dire, ce moment n'est pas au détriment du reste, au contraire, il peut être salvateur. Tu parles souvent de découper la rondelle, non, pardon, de découper la difficulté en rondelles. Pas mal. Oui. Mais c'est vrai que ça me parle beaucoup, hein, ce partage. Parce que je dis, hein, il y a quelques années, j'étais vraiment pas là-dedans. Et il y a des personnes, je suis sûre, qui vont nous écouter, c'est important de l'entendre et de se dire, ces moments-là sont importants aussi. On a besoin de souffler, on a besoin de s'émerveiller. Tu vois, la façon dont tu m'incites à réfléchir, ça me fait prendre conscience vraiment de cette petite marche, de ce petit espace de ressourcement qui n'est pas au détriment, disons, du reste. Ça, c'est vraiment. Donc, tu peux lire 10 pages d'un livre, c'est pas au détriment de. On va mettre ça dans les conseils. Ouais, et que parfois même 5 minutes, 10 minutes sur une journée, on peut se le permettre. Hein. Il y en a qui sont tellement loin dans la performance que. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de cette interview? Qu'on retienne de cette interview, c'est que faut rien laisser perdre dans les expériences de vie. Quoi. Tu vois que je m'aperçois en ayant tracé que à chaque événement, il y a quelque chose à prendre. Quoi. Il y a quelque chose à prendre et que souvent il y a des gens qui me disent ah oui, moi je vais changer de métier, tout ce que j'ai fait avant, ça ne servi à rien. Non, c'est pas vrai. C'est une suite d'expériences, c'est une chose qu'on peut transformer. J'ai une formation d'ingénieur. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire autre chose que de dessiner des trajectoires d'atterrissage. Mais par contre, la créativité, la prudence, l'œil, le regard, donc il n'y a rien à acheter, tout est bon. Quoi. Ça transforme et
Oui. On peut pas aller du point A au point B. Il y a tout un chemin qu'on ne connaît pas, mais qui fait la beauté du voyage aussi. Et c'est vraiment les petites marches, tu vois. Je reviens sur l'exemple des petites marches en termes d'utilisation du temps. Une petite marche est peut-être salvatrice. Permettra peut-être d'aller à la suivante, en espérant que la courbe sera asymptotique, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais c'est vraiment. Donc, je te remercie vraiment pour cette interview qui va aussi, qui va parfois à l'encontre de ce que disent certains, où on est vraiment performance. Et c'est vraiment agréable d'entendre cette autre version, de retour au calme, de reconnexion à soi, et d'y aller par petits pas, comme tu dis. Et, Tu viens de dire 2 fois performance, déjà tu t'essouffles. Essaye de le dire 3 fois. Performance. oui, oui. Oh, calme, cool. Il y a une autre façon de concevoir la vie. Franchement. Là, il faut que je change ma baseline, qui est la composante humaine de la performance. C'est la composante humaine de l'action, la composante humaine. C'est vrai que ce terme performance, je suis un peu en train de le mettre entre parenthèses. Ça peut changer, hein. Ça peut changer le slogan. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Donc, écoute, moi, en tout cas, je te remercie. D'abord, je te remercie pour plein de choses. La première, c'est de m'avoir donné le courage de faire cette vidéo. J'étais très fier de moi après. J'en ai pas fait beaucoup des vidéos. J'ai pas parlé de développer ses talents d'entrepreneur en partant de zéro, l'expérience, parce que c'est un peu là qu'on s'est croisés. Mm-hmm. Il y a un certain nombre de gens qu'on connaît, on en a connus. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus, disons, qui ont eu beaucoup d'enthousiasme et tout. Et la difficulté partagée, c'était quand même de passer la vidéo. C'était le premier challenge. Le deuxième, c'est que tu as une préoccupation et que j'aimerais partager. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et cette préoccupation que tu voudrais partager. Cette préoccupation, non. C'est un projet que tu veux partager. Oui. Projet que tu veux partager. Et de m'avoir coaché pendant 1h30, aller voir ce qu'il y avait pour apprendre chez moi, quoi. Essayer un peu de mettre en équation, d'être audible pour d'autres, quoi. Quelquefois, ça paraît un peu enfin, tout ce qui est développement personnel, quelquefois, ça paraît un peu difficile, un peu théorique. Et il y avait un de mes animateurs Carnegie qui dit: t'en fais pas, nous sommes tous des ignorants, mais dans des domaines différents. Et je trouvais ça. Tu as un nouveau public, oui, ok, tu ignores ce qu'il fait, mais toi, ils ignorent ce que tu fais. Nous sommes tous des ignorants. Donc, retrouve ton enthousiasme, ton émerveillement. Et waouh! J'aimerais bien conclure là-dessus, sur ce sourire, sur ce waouh et ce remerciement chaleureux. Avec grand plaisir, mais c'est moi qui te remercie, vraiment. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes et vraiment heureuse que mon action t'ait donné envie, toi aussi, d'agir. Et j'espère que cette interview va donner encore aussi envie à plein de gens et que ça rejaillisse et que ça fasse plein de belles choses. J'espère, en tout cas. Donc, un grand merci, Michel. Je mettrai donc les liens pour les personnes qui voudraient en savoir plus, te contacter, te suivre, mettre le lien vers le texte qui parlait de toi aussi, ton TED. Comment dirais-je, vers le site. Voilà. Donc, un grand merci. C'était un vrai privilège. Et je t'embrasse et je vous embrasse tous. Salut Patricia, salut Alban, salut Isabelle, salut Michel et salut Laura. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Une bonne soirée à tous. Salut. Au revoir.